Bon, eh bien écoutez, on va commencer. Merci d'être venu en dépit du pont de l'Ascension. Je craignais que beaucoup ne soient pas là. Bon, alors, avant toute chose, que je vous dise que la prochaine conférence sera le mois de juin, le 8 juin, pas à 15 heures, mais à 17h30. Donc retenez bien 17h30 parce qu'à 15h c'était pris, ou alors on aurait été obligé de retourner à l'autre endroit où on était la toute première fois, qui est tout de même un petit peu moins commode, et puis surtout, comme les personnes prennent l'habitude de venir toujours au même endroit, dans la mesure où on change les choses, ils ne font pas toujours attention. Il y a un nombre de fois des gens qui me disent « Ah mais je suis allé là-bas et c'était pas là ». Donc voilà, donc on reste au même endroit, il y a simplement l'heure qui est décalée, 17h30. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées et qui vous posent la question quand est la prochaine conférence, vous leur dites le 8 juin, 17h30 s'il vous plaît. Bon, nous allons rentrer donc dans le sujet d'aujourd'hui puisque en fait je pense que la réouverture de Notre-Dame est pour pas longtemps, d'après ce qu'on nous dit. Alors j'ai revu les deux conférences que j'avais faites à l'époque, c'était le mois de juin, le mois de mai, le mai de juin, après l'incendie. Et donc la première, c'était le 11 mai, aussi, comme aujourd'hui, hasard, que je faisais ma première conférence sur cet incendie qui venait de frapper Notre-Dame de Paris, symbole de la France catholique sur sa capitale. La réouverture de Notre-Dame, après les gigantesques travaux qui ont été faits, du fait des dégâts qui avaient été faits à la structure et à la flèche, en principe c'est terminé, donc d'après ce qu'on nous dit, on laisse entendre que la réouverture serait pour très bientôt, puisque, rappelez-vous, à l'époque, Emmanuel Macron avait dit qu'il souhaitait que ce soit terminé pour les Jeux olympiques. N'allez pas croire que c'était par sa préoccupation que les athlètes ou les touristes qui viendraient puissent se recueillir à Notre-Dame. Évidemment, il ne faut pas rêver, mais simplement ça peut faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et il y en a bien besoin. Donc voilà, donc en principe la réouverture est pour tout bientôt. Il y a une chose que j'avais relevée à l'époque, au moment de l'incendie, c'est une petite déclaration d'Emmanuel Macron dans son entretien du 25 mai 2019, après l'incendie de Notre-Dame. Il avait dit, et on se demandait bien pourquoi, ça m'a l'air d'être complètement déconnecté de l'événement, « Nous sommes avant toute chose des enfants des Lumières. » Tiens. Qu'est-ce que cela voulait dire? Donc il y avait là comme une espèce de message crypté accompagnant l'incendie de Notre-Dame. Et lorsque l'on connaît ses origines juives et maçonniques, ça voulait évidemment dire quelque chose. D'autant que, rappelez-vous, lors de sa première élection, il avait fêté ça devant la pyramide, ou plutôt les pyramides du Louvre, ce qui était la signature de son appartenance. Et alors, une chose curieuse que je constate souvent quand je traite d'un sujet, il se trouve qu'à l'époque, j'avais reçu quelqu'un qui m'avait envoyé une déclaration, quelqu'un qui n'avait strictement rien à voir avec l'affaire de Notre-Dame, mais qui participait d'une certaine mesure. Cette déclaration disait ceci: « La seule église qui illumine, c'est celle qui brûle. » Donc vous voyez,
intéressant. Or, cette déclaration était attribuée au révolutionnaire marxiste Kropotkin, qui allait être prise par le rouge espagnol Bonaventure Durruti lors de la guerre civile d'Espagne. Donc on voit très bien la liaison entre cette déclaration qui avait été faite hors contexte évidemment de l'incendie de Notre-Dame, mais qui tout de même voulait dire quelque chose pour cette espèce d'engeance, pour qui effectivement une église qui brûle, ça leur convient parfaitement. Alors, il est évident que pour un sujet aussi complexe, il faut se reporter à ce que l'on a pu voir de tout ce qui a été dit et écrit à l'époque, parce que c'est là qu'on découvre la vérité de ce qui s'est passé. Et il est évident que cet incendie est totalement anormal. Et rappelez-vous, le jour même de l'incendie, la déclaration des médias. Immédiatement. C'est un accident. Ah bon? Comment pouvait-il le savoir alors qu'il n'y avait pas eu le moindre début d'analyse de ce qui s'était passé? Non, c'est un accident, circuler, il n'y a rien à voir. Ça veut dire. Donc à partir de là, on commençait évidemment à se poser des questions. Et on se demandait comment un édifice, et tout au moins sa structure, qui avait survécu à environ 800 ans sans problème, ait pu brûler comme elle a brûlé. On nous disait c'est un mégot. Un mégot. Je ne sais pas si vous avez une cheminée chez vous. Pour allumer une bûche en chêne, et surtout s'il est ancien, il faut pas mal de papier et de brindilles pour que ça prenne. Mais c'était un mégot. Alors à partir du moment où on nous dit c'est un accident, c'est un mégot, il est évident qu'il n'y a pas besoin d'enquête. Et c'était là le but de cette information, donc pas d'enquête, qui aurait pu amener à tout de même à se poser d'autres questions. Et alors je me rappelle qu'à l'époque j'avais fait, à tort ou à raison, une comparaison entre l'incendie de Notre-Dame, qui me semblait symboliser l'incendie dans l'église moderniste. Et il y avait une chose aussi qui était très curieuse dans les informations que j'avais pu découvrir à l'époque, c'est que dans Notre-Dame, il y avait deux autels. Un autel qui était consacré aux messes modernistes et un autel qui était consacré pour les rares fois où il y avait des cérémonies du rite tridentin quand ça se faisait encore. Et alors là, chose curieuse, les décombres avaient complètement enseveli l'autel qui servait aux messes modernistes. Par contre, l'autre autel était resté intact avec la statue de la Vierge qui y était. Éperné. Curieux. On peut prendre ça comme un signe ou pas. Peut-être que j'ai un peu élucubré. Je livre ça à votre appréciation. Et quand je parlais de l'incendie de Notre-Dame semblait symboliser aussi l'incendie dans l'église moderniste, je me basais sur une information que j'avais trouvée à l'époque, qui était l'invitation à une conférence avec la participation de Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, du père Beauplat, du père Coudray, directeur du SNJERJ, je ne sais pas ce que c'est,
à la Conférence des évêques de France et qui était aussi enseignant au séminaire israélite de France, qui engageait à découvrir le judaïsme dans ses temps fraternels. Voilà l'Église moderniste. Alors, je dois dire qu'il faut tout de même un fameux aveuglement des responsables de l'Église actuelle pour oublier à ce point toutes les attaques blasphématoires du judaïsme envers la religion catholique et le Christ. Et donc, on est devant un épiscopat plus curieux de célébrer les racines du judaïsme que de se préoccuper des causes de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est ne tenir aucun compte des blasphèmes du Talmud envers le Christ, ni envers les vaticinations haineuses des rabbins, d'entre autres celles du rabbin Ronchaya, notamment, et du rabbin Touitou, que j'ai déjà souvent cité, mais vraiment ce sont des citations sur lesquelles il faut régulièrement revenir, qui avait, dans une vidéo du 1er juillet 2015, déclaré ceci. Le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, ne viendra que quand Edom, c'est-à-dire l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe, c'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue du Mashiach. Donc c'est ça leur obsession. Et on n'en sort pas. Alors, quand on me parle de temps fraternel, j'avoue que là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Quand on constate l'action des incendiaires dans l'église, extérieure et intérieure. Une chose que j'avais constatée aussi, qui était tout de même assez rassurant, c'est que l'incendie de Notre-Dame avait comme électrisé tout de même l'opinion publique. Ça avait été un choc. Comme si beaucoup de Français se rendaient compte que c'était une partie du patrimoine qui avait failli disparaître. Donc c'est une chose intéressante à noter. Et par contre, j'avais aussi trouvé une déclaration très significative, disons. L'une du pape François, absolument mièvre et sans intérêt, sans âme, comme si c'était, un chien écrasé. Et puis une autre d'un certain Laurent Nunez. Ça vous dit quelque chose, ça ? Qui à l'époque était collaborateur du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et immédiatement, et là encore, quasiment dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'incendie, sans la moindre examen des dégâts réels, il déclarait « La structure de Notre-Dame est définitivement endommagée ». Ça voulait dire quoi, ça ? Eh bien, on peut penser que c'était d'essayer de faire croire que comme c'était définitivement endommagé, il n'y avait plus qu'à détruire et poursuivre le travail. Donc, vous voyez, c'est à partir de déclarations comme ça qu'on voit quelle est la main qui a été derrière. Et je voudrais rappeler aussi une séquence que l'on a vue, en tout cas que j'ai vue à la télévision. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, où l'on voyait Emmanuel Macron en compagnie de son Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe,
se dirigeant vers l'endroit de l'incendie en ricanant. Et vous aurez vu sans doute l'illustration, la très très bonne illustration qu'a fait un de mes collaborateurs pour illustrer la conférence d'aujourd'hui, où on voit justement, il a bien cadré cette image-là, où on voit les deux individus ricanant. Bon, ricanant, mais bien entendu arrivé sur les lieux, alors là, il prenait une mine attristée. Voilà par qui nous sommes gouvernés. Et puis alors, une autre déclaration d'Emmanuel Macron, donc promettant la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans, mais, je cite, en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Vous voyez ce que ça veut dire? C'était annoncé la récupération envisagée de Notre-Dame, symbole de la France catholique, pour en modifier le sens conformément aux orientations de la République mondialiste, messianique et de certains intérêts immobiliers qui étaient annoncés depuis 2016, notamment par la maire de Paris. On allait avoir confirmation un peu plus tard de ce projet par l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui militait, elle, pour que la flèche de Notre-Dame soit reconstruite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Là, j'avoue, je n'ai pas eu le temps de me pencher pour savoir ce que c'était que cette Convention de Venise, mais donc ça doit vouloir dire quelque chose. Et dans son livre 602 jours, paru chez Plomb, 602 jours, ça a été la durée de son ministère. Elle révélait une chose tout de même assez surprenante d'une déclaration que lui avait fait Brigitte Macron de remplacer la flèche détruite de Notre-Dame, je cite, par une sorte de sexe érigé à sa base, avec à sa base 2 boules en or. Il faut le faire. Roselyne Bachelot est tout de même quelqu'un du sérail. Si elle a dit ça, c'est que même elle a été choquée. C'est hallucinant. Une sorte de sexe érigé entouré à la base de boules d'or. Alors, je dois dire tout de même que l'éclat de rire qui a suivi la révélation, et puis l'aspect blasphématoire de la chose, parce que c'est comme un doigt d'honneur tourné vers le ciel. Ça me semble élémentaire. L'affaire, évidemment, a été oubliée. Et puis, les choses allaient suivre leur cours, et je dois signaler, je suppose que vous connaissez déjà, l'excellent travail de notre confrère Fait Document sur la véritable personnalité de la dite Brigitte. Et je tiens à souligner aussi une chose, je pense aussi que vous le savez, il est toujours bon tout de même de rappeler les choses, au cas où. Toute la série de numéros de Fait Document qui a été consacrée à ce qu'est en réalité cette Brigitte, jusqu'à présent, il n'y a pas eu la moindre poursuite. Alors si, il y a eu une tentative de poursuite, et c'est ça ce qui est intéressant et démonstratif, c'est que la plainte de la dite Brigitte et de son époux
était faite sur le thème d'atteinte à la vie privée. Il y a un problème, là. Atteinte à la vie privée, ça ne veut rien dire. C'est une diffamation, c'est pas une diffamation. S'ils n'utilisent pas le terme de diffamation et qu'ils utilisent un autre terme, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire diffamation. Parce que si ça va en procès, analyse. Et alors là, on découvre. On a la preuve. Donc voilà, dans la mesure où il n'y a pas de procès. Et le plus beau, c'est que le tribunal a enjoint à Brigitte Macron de modifier l'intitulé de sa plainte pour y mettre le terme de diffamation. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle plainte. Élémentaire, mon cher Watson. Alors, l'ennui, c'est qu'évidemment, la grande masse des électeurs ne sont pas au courant de tout ça, ils ne savent pas par qui ils sont gouvernés. Alors, revenons maintenant à l'incendie proprement dit pour essayer de comprendre comment cela a pu se produire et ce que cela a impliqué. Et là, il y a différents faits qui doivent être révélés, ou plutôt rappelés, du fait de leur signification. Je répéterai encore une fois, comment se faisait-il que dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'incendie, les journaux télévisés et la presse disaient qu'il s'agissait d'un accident? Comme si c'était une réponse à une directive reçue. Cette rapidité avant tout début d'investigation évoque la rapidité tout aussi étrange, rappelez-vous, de la thèse officielle du 11 septembre 2001 où les autorités américaines nous révélaient que les passeports des 10 coupables avaient été retrouvés dans les décombres tout fumants. Mais on n'avait pas retrouvé les boîtes noires. Ni les moteurs. Et pour cause, il n'y avait pas d'avion. Puisque maintenant, c'est la seule explication possible, nous avons tous été victimes à l'époque d'hologrammes. Et quand on réanalise, j'ai encore réanalysé dernièrement les images qu'on avait, on voit les avions rentrer dans les tours comme si ça rentrait dans du beurre. Il n'y a pas le moins de dispersion. C'est un hologramme. On nous a fait croire ce qui n'a pas existé, ce qui n'a jamais existé. Donc voilà comment les pouvoirs démocratiques trompent l'opinion publique. Deuxièmement, une information, c'était sur la chaîne LCI, qui annonçait que 2 foyers d'incendie avaient été repérés à Notre-Dame. Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul mégot. Quand on nous parle d'incendie de forêt et qu'on nous dit qu'il y a plusieurs départs de feu, ça veut dire quoi? Qu'il y a une main criminelle. Et bien là, apparemment, qu'il y ait eu 2 départs de feu d'incendie à Notre-Dame, alors qu'on nous parle d'un seul mégot, tout de même un petit problème. Troisièmement, c'est dans ce contexte de fausses informations que je découvrais les déclarations de l'ancien ingénieur en chef de la cathédrale pendant 13 ans, M. Benjamin Mouton. Et sur le direct de LCI du 16 avril, interrogé par David Pujadas, Benjamin Mouton assurait, je cite, « Il était impossible qu'une étincelle ou l'usage d'un chalumeau interdit sur le chantier
ait pu être la cause de l'incendie. Elle venait tout de même d'un spécialiste. Et il affirmait, je cite, « La charpente, en vieux chêne de plus de 800 ans, extrêmement dure, ne pouvait flamber comme une allumette, comme cela a été le cas à Notre-Dame. » Et il s'interrogeait sur les causes de l'incendie. Il rappelait, je cite, « La protection incendie mise en place dans la cathédrale était à son plus haut niveau. Lorsque je me suis occupé de la détection incendie, qui a été le dispositif très onéreux, il fallait très peu de minutes pour qu'un agent aille faire la levée du doute. Nous avons fait remplacer de nombreuses portes en bois par des portes coupe-feu. Nous avons limité tous les appareils électriques qui étaient interdits dans les combles, concluait M. Benjamin Mouton dans une autre déclaration sur Bâti Actu, qui est le site des professionnels du bâtiment. Il faut relever que selon toutes les premières informations que l'on a eues à l'époque, on a constaté aussi un étrange bug informatique entre le moment où il y a eu l'alerte et le déclenchement effectif de l'incendie. Tout à fait anormal, puisque la détection aurait dû être immédiate. Donc apparemment, il y a une petite main qui a agi pour retarder l'information. Et puis aussi le retard à l'alerte aux pompiers. Tout ça, je ne l'ai pas inventé. Tout ça était à l'époque sur Internet, dans les informations qu'on pouvait voir. Donc c'est tout de même une curieuse coïncidence et qui aurait évidemment pu conduire à la destruction totale de Notre-Dame. Il était intéressant aussi de voir, lors du témoignage de l'ancien ingénieur en chef de la cathédrale, l'insistance de David Pujadas pour tenter de lui faire dire, en clair, que c'était un attentat. Ce qui, nul doute, lui aurait permis, au dit Pujadas, que l'on ne connaît que trop, d'embarquer sur la théorie du complot pour évacuer le sujet. Puisque complot, vous savez bien, il n'y a pas de complot. Mais se doutant du piège, Benjamin Mouton confirmait ses propos par ceux de son successeur Philippe Villeneuve. Lui aussi, je cite, totalement incrédule quant à la cause accidentelle de l'accident, d'autant que, disait-il, les travaux n'avaient pas encore démarré. On était en train de monter les échafaudages. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un mégot. Et il continuait. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais connu un incendie de la sorte, répétait-il, ce qui marque bien le caractère insolite de cet incident. Un autre expert confiait également son incompréhension sur Bâti Actu. Je cite. L'incendie n'a pas pu partir d'un court-circuit d'un simple accident ponctuel. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant. Autre témoignage reçu à l'époque qui disait ceci, « Je pense que ce n'est pas un accident. » Ancienne étudiante à l'école du Louvre, diplômée en histoire de l'art, j'ai visité la charpente de Notre-Dame avec les architectes des bâtiments de France il y a plusieurs années.
Chaque intervention est toujours accompagnée par des historiens, des architectes, des experts. Aucun travaux n'est envisagé sans une prudence extrême, pas de source de chaleur, pas de chalumeau, pas d'appareil électrique, un système d'alarme performant et une surveillance très stricte. Je pense que nous finirons par apprendre que c'est un accident, que c'est un incendie criminel. Tout ça, c'était sur Internet. Et vous voyez comment il est important de suivre au jour le jour, je ne dirais pas heure par heure, mais quasiment, les informations, parce que les informations sensibles disparaissent très rapidement. Quatrièmement, quel était le rapport entre cet incendie et le projet immobilier de l'île de la Cité qui était connu, je répète, depuis 2016? Tel était donc le faisceau de faits, de témoignages et de questions qui accréditait la thèse criminelle et démentait la thèse officielle. Or, comme dit le dicton romain, cui bono, à qui profite le crime? Il faut signaler à ce propos que les médias mentionnaient des déclarations de musulmans se réjouissant du drame, comme pour induire la réaction des catholiques contre les musulmans, ce qui favorise la stratégie sioniste pour abattre les catholiques vers Israël. Il n'y a rien de nouveau. C'est d'ailleurs la tactique d'un certain Goldnadel. Et on sait que l'une des activités sionistes sur la toile est de diffuser des commentaires hostiles à la France et aux catholiques sous le nom de musulmans. Et sans doute, je suppose que les incendies des cimetières et autres, ou les profanations de cimetières, doivent avoir plus ou moins la même origine. C'est dans ce contexte que le 15 avril 2019, le magazine américain Newsweek, dont on connaît tout de même les penchants, était évidemment peu enclin à la sympathie envers les musulmans, révélait comment même où Notre-Dame brûlait, un incendie du toit aussi de la salle de prière Maravni s'était déclaré à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Vous savez, cette mosquée Al-Aqsa qui a donné son nom à l'opération du Hamas le 7 octobre. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière tout ça, comment tout ça ne fait qu'un tout. Donc, curieuse conjonction d'incendies des deux principaux lieux de culte de la chrétienté et de l'islam. Et cela m'évoquait tous les doutes qu'on pouvait avoir eus à l'époque de tous les attentats qui ont eu lieu en France sous bannière islamiste. Et rappelez-vous toutes les analyses, vous qui êtes abonnés à la politique, ou qui ont écouté à l'époque mes entretiens ou mes conférences, comment je mettais largement en doute, et je pense suffisamment documenté, que, islamiste, apparemment ça en était, mais quelle était la main qui les dirigeait? Et puis aussi une chose tout de même curieuse, rappelez-vous par exemple le seul exemple de... comment il s'appelait déjà? C'était un de ces musulmans qu'on nous avait ajouté comme étant l'auteur d'un attentat qui, au moment où la police intervenait en tirant dessus, leur dit « Mais pourquoi tirez-vous sur moi ?» Mohamed Merah. Mohamed Merah, merci.
Mohamed Merah. Alors je regrette beaucoup s'il était coupable, il ne s'étonnerait pas qu'on lui tire dessus. Donc voilà. Voilà comment tout est manipulé, tourné de façon à donner une fausse image de la réalité. Et on trouve ça dans tous ces épisodes qu'on a pu voir déjà depuis au moins Sarkozy, Hollande et compagnie. Et notamment avec l'action des ministres de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls et l'autre. Oui, exactement. Donc voilà. Donc quand on voit une information, il faut bien réfléchir, essayer tout de même de regarder ce qu'il y a derrière, parce qu'on finit toujours par découvrir quelque chose d'étrange. Et puis aussi, il y avait une chose qui a interpellé un petit peu quant à la programmation de cet incendie de Notre-Dame de Paris, tout de même une signification religieuse considérable pour la chrétienté et la France, qui intervenait en pleine semaine sainte, c'est-à-dire la semaine sainte qui commémore la crucifixion du Christ et sa résurrection. Comme c'est curieux quand même. Et puis rappelez-vous cette déclaration que j'avais soulignée à l'époque de Baruch Marzel, dirigeant du parti israélien Otzama Yehudit, qui se réjouissait que l'incendie qui venait de ravager Notre-Dame était, je cite, une punition divine, car le Talmud a été brûlé devant cette cathédrale en l'an 1200. C'était comme un aveu involontaire. Petite erreur d'ailleurs de sa part, parce qu'effectivement le Talmud a été brûlé du temps de Saint Louis, à la demande de Saint Louis. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Saint Louis, constatant tous les blasphèmes qu'il y avait dans le Talmud, avait réuni un aréopage d'évêques et de rabbins pour obtenir des rabbins la modification de textes blasphématoires du Talmud. Évidemment, on n'a donné lieu à rien du tout, les rabbins n'ont rien voulu entendre, et c'est pour ça que Saint Louis, donc, puisque c'est comme ça, il a fait rafler tous les exemplaires du Talmud qu'il pouvait, et il les a fait brûler, non pas sur le parvis de Notre-Dame, mais en place de Grève. Donc, petite rectification historique. Alors, vous comprenez, quand je me rappelle de ce que les évêques ont dit dernièrement des temps fraternels, il y a un petit problème. Temps fraternel. Et aujourd'hui, on a un individu qui s'appelle Éric Moïse Zemmour, qui dans son livre Un destin français, il vient de parler de Saint Louis, roi juif. Et quand je pense que les catholiques, notamment les catholiques tradis, sont à plat vent devant cet individu, sous prétexte qu'il a dit qu'il aimait la France. Ah oui, mais laquelle ? Non, voilà comment les gens sont manipulés. Oui, entre autres choses, que j'avais repéré dans le livre de ce Zemmour, il souhaitait que la France devienne Israël et Israël la France. Et c'est ça qu'il y a derrière, justement. C'est pour ça qu'il aime la France. C'est pour ça que je dis laquelle. Et d'ailleurs, je me rappellerai encore, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça,
J'avais évidemment à l'époque canonné contre ce genre de déclaration, ce qui m'avait valu des menaces d'abord des insultes et des menaces de mort d'un certain Hervé Ryssen. Vous vous rappelez? J'avais osé toucher Éric Zemmour. Et bon, c'est là justement, c'est ça qu'on remarque dans tous ces milieux identitaires, de la dite dissidence ou dits nationaux, c'est qu'ils ne voient que par les yeux et par les textes d'individus qui se réclament du judaïsme. Il y a un problème. Je parlais tout à l'heure de William Goldnadel, grand ami de Netanyahou, il faut le savoir, et même d'un certain Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. Ce matin encore, je vois une de ses déclarations. Sioniste de sioniste de sioniste. Beau représentant de l'aristocratie française. Sans doute qui, dont les ascendants avaient dû se réargenter en épousant des héritières juives. Rappelez-vous ce que je cite souvent de ce que leur avait dit Louis XIV, quand il se plaignait de se ruiner à Versailles et qu'il leur conseillait d'épouser de riches héritières juives. À quelques générations près, on en voit l'aboutissement. Revenons encore à l'incendie. Puisqu'à l'évidence, on peut écarter la thèse de l'accident, vu son impossibilité matérielle, comment peut-on expliquer la rapidité et l'explosion de cet incendie? Plusieurs thèses allaient faire leur apparition à l'époque pour tenter d'expliquer l'événement. Alors, pour certains, c'était un signe de châtiment divin devant la perte de foi des Français. Tout de même une curieuse thèse que d'accréditer une vengeance divine en détruisant Notre-Dame. Il y a des problèmes quand même. C'est pas logique. On a parlé aussi d'explosifs placés dans la charpente qui auraient pu être activés pour engendrer l'incendie. Et le problème de cette thèse-là, c'est que qui dit explosif dit explosion. Alors, l'explosion était la signature même d'un attentat. Donc il fallait autre chose qui puisse paraître comme réellement un accident. Et donc, explosif, ça ne pouvait être exclu. Alors, si c'est pas ça, si c'était pas un accident, c'était quoi? Eh bien, apparemment, et là encore, c'est sur Internet que j'avais trouvé ça, dans les semaines qui avaient précédé cet incendie, brusquement, quelqu'un s'était dit qu'il fallait traiter les poutres. Oui. J'ai une vente de ce. Ah, bon, sage précaution, évidemment. Quand même, ces poutres n'avaient pas été attaquées par les insectes pendant 800 ans, je ne vois pas pourquoi, brusquement, il y avait un risque que ces poutres, presque millénaires, soient attaquées. Et alors, on voit d'information en information qui séparément ne pourraient ne pas avoir une grande signification, mais ajouter l'une à l'autre, c'est comme un puzzle. Une pièce, plus une pièce, plus une pièce, plus une pièce, et vous voyez le dessin final
du puzzle qui apparaît. Alors, le produit, bon, apparemment, c'est un produit qu'on appelle, je ne sais plus comment on l'appelle exactement, mais enfin, La thermite. thermite, oui, j'en étais plus sûr. Il y a quel qui produit en fait une Oui. flamme jaune. Alors, le problème qui se pose, justement, d'après ce que j'ai vu à l'époque, que l'entreprise qui a étalé le produit n'est pas celle qui a produit le produit. Donc, ils ont fait quelque chose sans savoir exactement. Il est évident que si ça avait été la même entreprise, ceux qui avaient travaillé à ça auraient dû savoir quel était le produit. C'est pour ça que ça n'a pas pu être la même entreprise. Tout ça a été calculé de main de maître pour arriver au résultat qu'ils voulaient obtenir. Il s'agit donc d'un attentat soigneusement calculé par des spécialistes particulièrement pervers et techniquement équipés, parce que c'est pas un petit terroriste gauchiste, islamique ou quoi que ce soit qui pouvait tout seul faire ça. Donc ça ne peut être qu'un crime d'État, soit au singulier, soit au pluriel. 11 septembre 2001. Au-delà d'une action criminelle évidente, essayons de voir quelles en seraient les motivations. Je pense qu'il n'y a que deux pistes de réflexion et d'investigation qui s'ouvrent à nous. Une piste idéologique par haine, visant au travers de la tentative de destruction de Notre-Dame à supprimer le symbole de la chrétienté française et même mondiale. Et on en a de plus en plus de preuves par le nombre d'incendies qui se déclarent dans les églises en France. Surtout depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Surtout. À Nantes après Notre-Dame. Et d'ailleurs, quelques temps après, je crois que c'était après, il y a eu aussi une tentative d'incendie à Saint-Sulpice à Paris. C'est donc tout de même assez étrange cette survenue d'incendies dans les églises en France, couronnée, si on peut dire couronnée, par l'incendie de Notre-Dame. Et on comprend cette levée de bouclier contre tous les experts qui avaient travaillé sur le site, des pompiers, des artisans, des architectes, pour qui cet incendie était totalement anormal et pas possible. Il faut relever aussi qu'à l'époque, le ministre de la Culture, Frank Reister, avait interdit à ceux qui avaient travaillé, donc les architectes, les techniciens qui avaient travaillé sur la structure de Notre-Dame, notamment pour sa protection, il leur avait interdit de participer à des entretiens à la télévision. Silence, taisez-vous.
Et il y avait aussi une information intéressante qui date du 28 avril 2019, une déclaration de 1170 conservateurs, architectes, professeurs qui avaient interpellé Emmanuel Macron dans une tribune au Figaro. Ils appelaient à la prudence au sens des responsabilités dans la restauration de la cathédrale, car, disait le communiqué, sa restauration est un enjeu qui nous dépasse tous. Et ils exhortaient Emmanuel Macron à ne pas dessaisir les experts du patrimoine comme il l'avait annoncé. Parce que son projet au départ était de faire un appel d'offres. Différents architectes du monde entier, et donc sans avoir la garantie du respect de la reconstruction à l'identique. Donc déjà à l'époque, ça provoquait des réactions. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout de même, il y a eu 1170 personnes, des personnes qui travaillent dans ce genre de choses, en parfaite connaissance de cause, qui avaient osé sortir de leur devoir de réserve au risque de perdre leur situation pour dire ce qu'ils pensaient de la chose. Et je fais la comparaison avec l'armée française. Devoir de réserve, on laisse tout passer. Elle laisse tout passer. Tout au moins ceux qui sont à la tête. Donc, quelques semaines ou quelques mois peut-être de la réouverture de Notre-Dame de Paris, je voudrais revenir à nouveau sur cette étrange image que nous avons vue à la télévision d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe ricanant en se rendant sur place. Eh bien, je dirais que leur ricanement apparaît comme une signature. Et donc, je rappelle qu'à cette époque-là, les spécialistes comme Benjamin Mouton et Philippe de Villeneuve, anciens et actuels responsables des architectes de Notre-Dame, allaient être interdits de donner leur avis sur les chaînes télévisées. Taisez-vous. Il n'y a rien à voir. Je voudrais aussi attirer l'attention sur tous les objets précieux, artistiques et religieux que renfermait Notre-Dame, qui aux yeux des catholiques représentent à toute leur signification. Et parmi elles, la couronne du Christ. Parmi elles, la couronne du Christ. Qui, si j'ai bien compris, se trouvait dans la flèche de Notre-Dame. Et quand la flèche est tombée, elle n'a pas été endommagée. La boule qu'elle contenait a été cabossée, mais sans plus. Et on peut se demander si l'incendie de Notre-Dame n'avait pas pour but de détruire cette couronne. D'où le rappel que je vais faire à nouveau de cette déclaration de Baruch Marzel, dirigeant du parti israélien Otzama Yehudit, se réjouissant de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, invoquant une punition divine, car le Talmud a été brûlé. La destruction de la couronne du Christ, effectivement, pour eux, c'est un symbole. Pas dans le même sens que pour nous.
Et alors, il y a aussi un élément intéressant qui s'est produit. C'est la lettre qui est attribuée à Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris. On apprenait par une lettre citée par RTL du 6 décembre 2023 que Monseigneur Ulrich aurait écrit une lettre au chef de l'État par laquelle l'archevêque de Paris faisait part de son souhait qu'une série de 6 vitraux contemporains soit placée dans l'une des chapelles de la nef. Mais le magazine Famille chrétienne du 13 décembre 2023 révélait que c'était Emmanuel Macron qui avait écrit à Monseigneur Ulrich pour lui demander de lui adresser cette lettre. Aucune note, ce sont les textes. Famille chrétienne du 13 décembre 2023. Alors, une question se pose là. Est-ce que réellement Monseigneur Ulrich a écrit la lettre quelque peu menacée par Emmanuel Macron? S'il l'a fait, c'est évidemment sous la menace, mais le fait que Famille chrétienne ait révélé la chose, que c'est pas lui qui avait voulu, qui avait fait cette demande, mais Emmanuel Macron qui lui avait fait la demande, il a voulu se décharger de sa responsabilité. Et alors, et c'est là qu'on en arrive à notre période actuelle. Ces vitraux contemporains. Et on a des témoignages qui apparaissent maintenant, comme quoi ces nouveaux vitraux comporteraient des symboles maçonniques tels que triangle ou pyramide, qui allaient être installés en lieu et place des anciens vitraux. De même pour les sièges, détruits en partie par l'incendie, qui ne seront plus des bancs en bois clair, comme le souhaitait l'épiscopat, mais des chaises individuelles en bois sombre avec des figures hideuses aux étranges formes et symboles. Ça, vous le trouvez sur Internet. Il en irait de même pour les tableaux qu'on avait nettoyés. Ils n'avaient pas été détruits ni endommagés, mais ils avaient été nettoyés de la suie qui les enduisait après l'incendie. Seront-ils remis en place ou eux aussi remplacés par des tableaux modernes? Avec quelle inspiration? Et alors, tout ce que je vous dis là en résumé, vous pouvez le découvrir notamment dans le témoignage de Bernard Scholler sur Karl Bunker. Prenez note de ça, Karl Bunker. Et sur une autre chaîne aussi, qui est signée Oleg de Normandie, aussi sur Karl Bunker, qui démontre ce que le pouvoir souhaite imposer comme symbolique, contraire à la symbolique que représentaient ces œuvres d'art au départ. Il y a aussi une autre étude faite par Sylvien Studer sur géopolitique profonde, avec le titre « Emmanuel Macron est-il l'antéchrist ?» Sur Karl Bunker aussi. Et de même, qu'en sera-t-il des couleurs au sol?
Et pour rappel, lorsqu'Emmanuel Macron avait visité le Mont-Saint-Michel, il avait exigé un certain nombre de couleurs particulièrement sinistres, notamment un violet très sombre, en remplacement de ce qui s'y trouvait. Alors, quand on a toutes ces informations qui apparaissent de plus en plus évidentes aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que n'ayant pas réussi à détruire matériellement Notre-Dame de Paris, ne voudrait-il pas maintenant la détruire de l'intérieur en changeant la symbolique? Je pose la question, à vous d'y réfléchir. Et c'est très curieux comme chaque fois qu'il y a des informations comme ça qui sortent, il faut voir aussi les commentaires. Très instructifs. D'ailleurs, mes collaborateurs me disent très souvent, mais vous devriez aller sur Internet voir les commentaires à la suite de vos conférences ou entretiens, c'est très, très démonstratif. Et bien là, justement, à propos de l'une de ces études, à propos d'Emmanuel Macron, l'Antéchrist, il y a une personne qui réagissait, était notamment à propos des révélations de Bernard Scholler, et il posait la question. Ou plutôt, plutôt c'est une information. Il disait, le sataniste de l'Élysée veut en faire un temple à Baphomet. Alors, pour la petite histoire, Baphomet est une espèce d'être hybride qui était le symbole luciférien des Templiers pervertis. Et là, ceux qui ont eu les premières éditions de mon livre La maçonnerie, vous l'avez illustré. Vous allez le retrouver d'ailleurs, parce que je peux vous annoncer dès maintenant que la nouvelle édition, très largement augmentée, sortira, je pense, sauf un incident ou imprévu, au mois de juin. Donc c'est tout bien. Donc voilà ce qui nous amène, une fois de plus, à souligner par qui nous sommes gouvernés. Pour le pire, jamais imaginé. De par son ascendance juive par sa mère et son appartenance maçonnique, Emmanuel Macron, ex-banquier associé à la banque Rothschild, c'était pas le petit employé derrière le guichet, banquier associé. Il a été amené au pouvoir dans les conditions que l'on sait pour détruire la France et sa mission de fille aînée de l'Église, qui a commencé avec le baptême de Clovis à Reims. Voilà ce que je voulais rappeler pour que ceux qui n'ont pas encore réfléchi à tout ça comprennent enfin par qui ils sont gouvernés et que pour notre salut à tous et pour le salut de notre pays, il faut nous en débarrasser au plus vite possible. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Avez-vous eu l'occasion de visionner en fait 2 vidéos en fait ce sont des dessins animés qui sont passés sur Common Bunker également, où on voit en fait, je crois que c'est Walt Disney qui a fait ça, donc bien avant la destruction de Notre-Dame, on y voit quelqu'un représentant Jésus sur une barque, et on voit en arrière-plan la cathédrale Notre-Dame au niveau de la flèche s'effondrer.
Ça date de quand ça? Eh ben, il n'y a pas très longtemps. Allez, je dirais moins de 12 mois. Mais c'était avant l'incendie ou après l'incendie? Alors, le dessin animé est paru avant la destruction, avant l'attentat. Et par contre, je l'ai vu après. Mais il y a aussi autre chose. Non, mais ce qui est important, c'est que ce dessin soit apparu avant l'incendie, Ouais. comme si c'était déjà prévu. Voilà. Et il y a aussi un autre film qui dure à peu près 10 à 15 minutes, je crois. Là, il est bien de chez nous, il est français. Il date de 2010. Et en fait, on y voit Notre-Dame et l'esplanade remodelée à la modernité. Alors, cette personne qui a fait cela est de quelle tendance? Alors, je sais pas. Je sais qu'aux États-Unis, les Simpsons prévoient l'avenir, apparemment. Ils sont au courant de tout. Et ça se produit. Nous avons le gourou Jacadi Attali. Mais les protagonistes de ces deux films, à mon avis, ils étaient au courant de la chose. Et c'est Kamel de Parlons peu, parlons bien, qui est à l'origine de l'interprétation de cette animation, d'accord, de Walt Disney, où on voit Jésus-Christ sur une barque et un arrière-plan. Alors c'est une signature, ça. Ben oui. Si ça a été fait avant même l'événement, ça veut dire que ceux qui sont en haut, qui savent très bien ce qui se prépare, ceux qui vont préparer sur le plan mondial, c'est la signature. Encore une fois, c'est la signature. Si je les retrouve, je vais vous envoyer les deux liens. Ah oui. Très, très intéressant. Là, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre terme, c'est la signature. Ouais. Oui. Moi, ce serait pour parler d'un événement plus ancien, enfin deux événements plus anciens. L'un qui était un accident aussi à Toulouse, puisque Chirac, descendant de l'avion, a dit c'est pas un attentat, c'est un accident. Oui, quand il y a eu les explosions à Toulouse. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Oui. Donc Chirac descend de l'avion, donc 1h30 après les explosions, et descendant de l'avion, a dit non, ce n'est pas un attentat, c'est un accident. Donc ça, c'est pour l'accident. Vous voyez, il savait déjà que c'était un accident. Le fait qu'on ait trouvé un cadavre, le fait qu'on ait trouvé beaucoup de choses, c'était pas possible, c'est un accident. Le deuxième, c'est l'incendie du Parlement de Rennes, qui contenait des documents à charge contre certains banquiers, notamment le Crédit Lyonnais, qui a été, pareil, incendié par soi-disant une fusée éclairante lancée par les marins qui manifestaient. Mais ce qu'on sait, c'est que le système de surveillance anti-incendie avait été branché 2-3 jours avant, qu'il n'y avait pas eu de contrôle, que le fonctionnaire qui devait aller dans les lieux, se balader dans les lieux, était exceptionnellement en vacances. Enfin, il y avait tout un tas de trucs. Et c'est une fusée de détresse qui malgré les tuiles et tout, a mis le feu à ce Parlement. Et les archives intéressantes, elles, bien sûr, sont parties en fumée. Voilà, ça fait Ah, une coïncidence, voyons, c'est une coïncidence, c'est évident. Crédit Lyonnais, il y en a eu d'autres, des accidents. Ouais. Alors pour avoir un peu recherché après l'incendie de Notre-Dame de Paris, moi ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une entreprise effectivement qui a été mandatée pour faire un traitement antifongique avec du gel pour une somme du reste très dérisoire de 15 000 euros. Et parce que il y a effectivement un mythe à propos du chêne qui durerait 800 ans quand Benjamin Mouton, il est évident que, et surtout à l'époque, que la structure avait été construite pas avec du chêne frais, mais déjà avec du chêne vieilli. Ouais. Donc c'était déjà dur. Mais le bois qui est vraiment utilisé pour une charpente quand on a besoin qu'elle dure très longtemps, c'est pas le chêne. Ça ne s'enflamme pas comme une allumette, comme on l'a vu. C'est pas possible. C'est un mythe, le chêne imputrescible. Non, mais c'est l'histoire de l'adjonction de ce produit sur les poutres quelques semaines avant.
Et donc là, il devrait y avoir une enquête. Ça Voilà, nous parce éclaire. que, Mais non, c'est un accident. Pourquoi voulez-vous une alors, enquête? cette décision- Et là, rien que ça qu'ils ne veuillent pas Voilà. qu'il y ait une enquête, c'est la preuve. Voilà, il devrait y avoir une enquête, il n'y en a pas, et alors que le produit est très certainement, lui, très inflammable. C'est Donc, pour ça que je ça a parle d'un transformé crime d'État. complètement les risques. Voilà. Et alors, la structure en France la plus ancienne, hein, réelle, la plus ancienne, quand on met les litres de côté, c'est la tour qui se trouve à Langres, et qui a été construite sous François Ier en 1500 et quelques, et elle est construite en châtaignier. Le châtaignier, lui, n'a pas besoin de traitement antifongique. Même à l'époque médiévale, ils faisaient quand même des traitements. Ils mettaient, je ne sais pas quoi, du vinaigre, enfin, ils avaient des astuces pour prolonger la vie du chêne, mais le chêne, il ne faut pas croire que ça dure comme ça 800 ans sans traitement. Là, c'est pas vrai. Ah non, ça la thèse officielle. Et alors, et pour ça que je veux conclure en disant que le fait de reconstruire à l'identique en chêne, c'est une vaste blague. Parce que si on regarde la cathédrale de Chartres, vers 1835, elle a été incendiée, par accident aussi. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment un accident ou pas, mais le fait est que le chêne a brûlé. Et donc il a été décidé à l'époque de la reconstruire avec une charpente en fonte, parce que pour ne pas prendre le risque de refaire la même bêtise, de construire en chêne, Alors, qui est quand même inflammable, combustible même. L'incendie de Notre-Dame de Chartres était dû à quoi? Il était dû à l'incendie. Ah oui, mais d'accord, mais pourquoi l'incendie? Pourquoi l'incendie? J'en sais rien. Là, j'ai pas enquêté, hein, mais elle a brûlé. Et elle a été. Alors, comme c'est pas visible, effectivement, c'est tout à fait compréhensible qu'on reconstruise en fonte. Parce que une fois qu'on a reconstruit la toiture, cette toiture, elle est cachée, personne ne la voit. Donc, on peut très bien la reconstruire en fonte, personne ne trouve à redire que Notre-Dame de Chartres soit avec une toiture en fonte. Après la guerre, même chose à Reims, après la Première Guerre mondiale, la toiture, enfin donc la charpente de la toiture a été reconstruite en béton armé. Bon, il y a des structures et des flèches. Par exemple, à Rouen, la flèche, il a été décidé finalement de la faire en fer. Oui, c'est une vaste illusion, voilà. Ça. Parce qu'en cas de guerre, un obus qui tombe dessus, que ce soit du chêne ou que ce soit du béton, c'est la même chose. D'accord, mais le problème de l'inflammabilité, il ne faut pas l'évacuer. Oui, mais ça m'étonne justement ce problème d'inflammabilité du chêne, parce que le chêne est connu pour être très peu combustible. Difficilement inflammable, mais une fois qu'il est enflammé, il est combustible. Voilà. Moi, j'ai vu une personne avec un chalumeau essayer d'enflammer. Oui, mais exactement. J'allais dire, il y a quelque chose qui m'étonne là. Voilà, il n'y est pas arrivé. Oui, mais je vous dis que quelques mois avant l'incendie, il y a eu un traitement antifongique. Oui. Voilà. Vous parlez de quoi? De Notre-Dame de Paris. Ah oui, évidemment, je l'ai dit. Mais l'autre exemple que vous donnez, voilà. Comment expliquer l'incendie du chêne? Ça m'étonne là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou alors il y a une information qui nous manque. Le produit antifongique devait être, lui, facilement. Ou alors on était déjà le même genre de. Bon. Voilà, et donc c'est ça, il aurait dû y avoir une enquête, et puis on aurait dû rechercher les responsabilités, donc des gens qui auraient ordonné un traitement comme ça. Vous savez, excusez-moi de faire des digressions, vous savez à quoi ça me fait penser, cet incendie de la cathédrale de Chartres, c'est ça? En fait, ça me fait penser à tous ces incendies qu'il y a eu aux USA, fin 19e, début 20e siècle, pour effacer en fait l'ancienne civilisation qu'on appelle la civilisation tartarienne. Oui, intéressant. Ouais, c'est ça. Intéressant, oui, effectivement. Voilà. Je voulais juste aussi rajouter quelque chose. On voit de plus en plus en fait de rabbins, de raves ou ron, je sais pas quoi, se vanter par l'histoire des trois coqs. Vous connaissez l'histoire des trois coqs? Oui. L'histoire des trois bien coqs, sûr. la parabole. Bien sûr. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans des conférences. Évidemment. Donc il y a une vidéo, ça dure 3 minutes. Voilà, le coq chétif qui est censé représenter les Juifs et Israël. Il y a les deux grands coqs. Voilà, qui va monter les il y a le petit coq et les musulmans
afin de gagner C'est le match, exactement, en fait, c'est le exactement combattant ce qui se passe sans combattre. aujourd'hui. D'accord. C'est ça la parabole, d'accord? Voilà. Il n'y a rien de Bah, nouveau. moi, ce que je voulais Il n'y a rien de souligner- nouveau, c'est éternel. Ce que je voulais souligner, c'est que bon, c'est quand même une bêtise d'avoir reconstruit à nouveau en chaîne, parce que tôt ou tard, on aura les mêmes problèmes. Voilà. S'il y a une main criminelle, oui. C'est une main criminelle. S'il y a une main criminelle, il faut qu'il y ait une main criminelle. Pour Attendez, en oui. revenir à la fonte, monsieur, si vous parlez de fonte, il y a quand même des structures, c'est des structures qui sont anciennes, avec des masses qui sont portées, c'est pour ça qu'il y a des arcs-boutants, pour éviter l'écartement par les masses centrales. Est-ce que le bois a une certaine densité qui est légèrement inférieure Oui, à il y 1? a une étude qui a été faite. Hein. Il y a une étude qui a été faite sur Notre-Dame de Paris en utilisant des aciers modernes. On pouvait utiliser donc Des alus, des alliages, duralisages, ouais, des choses des comme ça? oui, ou même des inox, mais très à haute limite d'élasticité, donc qui nécessitent pas qu'on mette, donc ce sera forcément plus léger. Et donc il y avait des solutions qui n'ont pas été retenues, qui ont été écartées pour remettre une charpente qui à nouveau risque d'être Qui respectait les masses et les flexibilités. oui, il y avait eu une étude de fait. Ça a été écarté. Alors que justement, ce qu'on disait au début, c'est la convention de Venise, là, enfin, ou les agréments de Venise. C'est parce que c'est classé au patrimoine mondial, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on a le droit on n'a pas le droit de modifier l'aspect extérieur, mais par contre, on a le droit de choisir un matériau différent qui permette de faire le même aspect. Il y a peut-être aussi un problème de poids Oui, il y a qui peut-être peut un jouer. problème. Donc là, je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que je ne suis pas architecte. Moi Je ne non vais pas plus, mais je m'embarquer sais que là-dedans. ça, il y a des ingénieurs qui ont étudié les propositions qui avaient été faites. Écoutez, moi, tout de même, ce qui m'interpelle, c'est que tout de même un certain nombre de bâtiments religieux ou autres même, qui ont été bâtis à l'époque, à des époques reculées avec du chêne, ça a tenu. Et alors pourquoi est-ce que certaines brusquement ont flambé? Il y a un problème là. Il y avait un incendie. Il y a un problème. Il y avait un incendie tous les 15 jours entre le Canada et la France, tous les 15 jours, d'église. Un incendie d'église tous les 15 jours. Non, mais on a l'impression que certains, entre guillemets, cherchent à évacuer certains symboles qui les dérangent. Les disparitions d'églises en province sont fréquentes. C'est-à-dire qu'il y a une petite fuite dans le toit. Comme Mais si ça, la mairie qui doit- le coup est très simple. La mairie doit... Alors, premièrement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, c'est une véritable escroquerie d'ailleurs, parce que vous savez qu'il y a eu en 1905 une loi de séparation de l'Église et de l'État. Or, aujourd'hui, c'est l'État qui est propriétaire des édifices religieux. Oui. Séparation, c'est un problème. Une véritable escroquerie. Bon. Alors, étant propriétaire, c'est l'État qui a la charge d'entretenir les bâtiments religieux. Or, justement, ce qu'on découvre, c'est que, bon, il y a une petite fuite dans le toit. Bon, on laisse courir. Puis, au bout de X années, mais la structure est endommagée. Donc, il faut détruire. Et c'est ça, rappelez-vous la citation que j'ai donnée de Laurent Nunez, qui disait tout de suite après que la structure était endommagée, irrécupérable, etc. Donc, ça voulait dire qu'il va falloir raser. Donc, voilà. Et dans beaucoup de Donc, il y a une villages- petite main qui vient laisser les dégâts s'instaurer pour avoir un prétexte pour la sécurité des fidèles, bien entendu, on détruise complètement l'église au lieu de la restaurer. Donc tout ça est calculé, c'est magnifiquement fait. J'avoue que je suis plein d'admiration pour ces salopards. Mais dans les années dans les années 2015-2018, il n'y a pas que Notre-Dame de Paris qui a été traitée. Non, mais périodiquement, Il y en a des dizaines. on dirait qu'ils ont des pulsions par moment pour détruire tout ce qu'ils peuvent. J'ai Bon, oui, J'ai une petite remarque. Aujourd'hui, on utilise tous un flash. c'est quoi ça? Non, mais sur nos appareils photo, on utilise des flashs électroniques. Oui,
d'accord. C'est sorti milieu des années 70, à peu près. Et avant le flash électronique, on avait tous le flash à aluminium. Vous vous rappelez, c'était des filaments qui étaient Oui. dans le flash qui éclataient, qui faisaient une Magnésium. lumière. Voilà. Ben, la thermite, c'est ça, c'est la combinaison de l'imaille d'aluminium et de l'imaille de fer et qui rentre en feu dans l'oxygène et qui monte à 1600 degrés de température très rapidement. Et ça servait pendant la Deuxième Guerre mondiale à percer les coffres. On met un coffre, on met la thermite, ça perçait les coffres. Et on ouvrait les coffres comme ça. Et Et aujourd'hui, ça, c'est utilisé aussi pour la destruction des chars d'assaut. oui, ça perce aussi l'acier. Et aujourd'hui, on s'en sert pour souder les rails pour le TGV. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et on fait des petits fous. Dans les interviews qui ont eu lieu très peu de jours, ou dans les journées qui ont suivi l'incendie, il y avait des pompiers notamment qui disaient « mais cette couleur jaune n'est pas... » Tout à fait, n'est pas exactement. normale. Bah, c'est le Exactement, fameux vernis. tout à fait. Ça a été décrit à l'époque. C'est une couleur tout à fait anormale. Donc il y avait un produit chimique en plus. Un produit chimique. Alors, thermite, ça s'écrit pas T. Ça s'écrit TH. ça s'écrit TH. Ouais. C'est pas l'insecte. Non. Donc ça, il n'y a aucun doute, c'est un incendie criminel, ça y est, aucun doute. Et la meilleure preuve, c'est que invoquer un mégot, d'abord il y a 2 départs de feu, au moins apparemment, un mégot, ce n'est pas possible. C'est absolument une impossibilité, donc on est face à un mensonge d'État. Mensonge d'État parce que crime d'État. Nous vivons dans un monde où ceux qui nous gouvernent ne peuvent gouverner les peuples que par le mensonge. Je l'ai dit dans ma dernière conférence, d'ailleurs, je l'ai encore redit dans ma dernière conférence, c'était samedi dernier, en Alsace. La démocratie ne fonctionne que sur le mensonge. Tout à fait. Sinon, ils ne peuvent pas gouverner. Bon, on arrête là. Non. Vous en voulez encore? Non, mais ça, c'est ça. Pour en revenir, c'est important. Pour en revenir à votre remarque sur le deuxième tour, Marine Le Pen, Macron, et le trafic des chiffres en 20h30 ou 21h30. Moi, j'ai écouté comment les radios le dimanche matin. Et le dimanche matin, ils ont annoncé les résultats des dom-toms. Alors, il faut savoir que les dom-toms, les serveurs des dom-toms, ne sont pas raccordés Au ministère de l'Intérieur. à la métropole. Et donc, en fait, ils font une concaténation dom-tom d'abord. D'accord ? Et donc, ils avaient les résultats déjà le dimanche matin, pendant que la métropole votait. D'accord ? Eh bien, figurez-vous que Marine Le Pen faisait 70% en Guadeloupe et qu'elle faisait une moyenne de 60% dans les dom-toms. Quand j'ai entendu ça, je me dis, alors là, ce soir, c'est Marine Le Pen qui est élue, c'est sûr. Voilà. Ouais. Et elle a fait 70% en Guadeloupe, 20 ans après que son père soit interdit de circuler en Guadeloupe et qu'il était bloqué à Saint-Gilles, l'aéroport de Saint-Gilles. 20 ans après, elle fait 70. Donc, je me suis dit, alors là, et donc en fait, les résultats sont faussés, sont trafiqués entre les villes quand ils interconnectent les villes, et quand ils concatènent les résultats. Et pour aller plus loin, donc j'étais à une réunion samedi des gens qui veulent, d'ailleurs j'ai une réunion encore lundi, qui veulent réunir Asselineau et Philippot pour obtenir une liste unique pour le Frexit. Alors apparemment, il y a des gens qui sont renseignés, je vais utiliser leur terme vulgaire. Apparemment, donc, Macron va nous faire un coup de pute à la mi-mai. Donc très bientôt, une annonce. Ce sera peut-être une dissolution. J'y crois pas trop. Qu'il veut mettre
Marine Le Pen Premier ministre, qu'ils veulent réélire Macron, et donc lui dire elle est nulle, elle sait rien faire. Ils veulent aussi mettre Trump à la tête, donc il prendra le pouvoir fin janvier ou début février, je ne sais plus quoi, et en mars, il coule tout le système bancaire. Voilà. C'est ça le plan. Sur le système bancaire, oui. Alors, est-ce que c'est des équilibrations? Je ne sais pas. Je crois plutôt que c'est une élucubration. D'accord. Bon, quant à l'alliance Asselineau-Dupont-Aignan, petit détail en passant, Asselineau vient d'officialiser une loge maçonnique dans son parti. Oui. Ah, d'accord. Bon, on le sait. Alors on le savait déjà, C'est vrai vous savez, qu'il avait accepté qu'il y ait une antenne maçonnique pour réunir les francs-maçons qui sont déjà dans son parti, qui étaient déjà dans son parti. Mais là, maintenant, c'est officialisé encore plus. Mais quand C'est on vraiment une création de loge au sein de son parti. Mais quand on l'écoute dans ses discours, qui sont très souvent bien renseignés et intéressants, il y a des parties sur lesquelles il divague complètement, il ment complètement. C'est l'histoire française, le catholicisme dans l'histoire de France. Il ment comme c'est pas possible, hein, donc là, les Lumières, etc. Donc ça, c'est quand même. Et puis De Gaulle aussi. Ah non, mais de toute façon, c'est... Mais le reste, pour Alors, reste, il raconte le des fait qu'il soit pour le Frexit, c'est pas suffisant. Non. Ah ben, de toute façon, c'est ce que dit Philippot. Il dit le Frexit, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est une condition nécessaire pour reprendre quand même un minimum de pouvoir. Mais après, ça dépend qui aura le pouvoir en France. Parce que si c'est les mêmes... Et puis tout de même, il faut être sérieux. Comment voulez-vous remettre la France sur ses bases en se réclamant de ceux et des principes qui sont en cours de le détruire, ça, c'est pas possible. De Gaulle et les principes de la Révolution, ça colle pas. On pourra le faire en tournant le dos à ça. Oui, oui. Non, Alors, je parle créer un nouveau monde avec les idées de ceux qui l'ont façonné. alors, faut faire attention beaucoup parce qu'on nous parle beaucoup. Il y a beaucoup de pubs en ce moment qui sont déguisées. De Gaulle, c'est le Concorde. Non, le Concorde, c'est la super caravelle, c'est 55-56. Tout à fait. De Gaulle, c'est la bombe atomique. Non, la bombe atomique, c'est 56. Exactement. C'est Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Le Concorde, c'est De Gaulle qui a donné le nom. Mais il est pour rien de Exactement. De Gaulle, Bravo. c'est le TGV en revanche. Bravo. De Gaulle, c'est le TGV, mais c'est la suppression des petites lignes de province. C'est ça. C'est De Gaulle qui a gracié Mitterrand. Ah non, il n'a pas gracié. Ah oui, parce que si De Gaulle n'avait pas gracié Mitterrand, Mitterrand n'aurait jamais pu être candidat. Hein, c'est De Gaulle avec Pompidou, la famille Giscard, parce qu'il ne faut pas parler du président, il faut parler de ses parents, qui étaient des traîtres à la France avec Giscard, la famille Chirac, qui sont des traîtres à la France, avec leur fils, qui lui a bien la tête, hein, du traître de théâtre. Hein. Mais tout ça, c'est De Gaulle qui les a mis en France, qui les a mis au pouvoir, les bars, tout ça. Et puis, ce que j'explique Et aussi... c'est pour ça que je dis, ceux qui croient encore en De Gaulle, mais regardez la situation actuelle en France. Ce personnel politique qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les héritiers intellectuels de tout le public, de cette faune de juifs et de francs-maçons que De Gaulle a ramené de Londres. Alors, mais en tout cas, je dois dire que mes 2 derniers entretiens, en dehors des nôtres faits avec mes collaborateurs, les 2 derniers entretiens, le premier avec Nicolas Bouvier et le deuxième sur géopolitique profonde, il m'avait dit d'ailleurs en m'invitant qu'ils allaient me poser la question sur De Gaulle. Je commence à être connu pour le monsieur qui... bon. Ils ont été on ne peut plus corrects. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, ils ne m'ont pas contredit. Mais il y en a et ça travaille, et tout ça, ça travaille. Et tout ça. Je veux détruire l'icône de Gaulle. il y a beaucoup de bonnes choses qu'on attribue à De Gaulle qui sont en fait dues à Pompidou. Quoi? Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont attribuées faussement à De Gaulle, alors Qui qu'elles ont été bah, réalisées plus tard au moment de Pompidou. Mai 68. Voilà.
De Gaulle, une fois de plus, se taille. Tout à fait. Hein, le héros. Hein. Pompidou, il a Et c'est commencé- le Pompidou premier qui a réussi à... Pompidou, c'est le premier qui a lutté contre le trafic de drogue. Alors qu'au temps de Gaulle, le trafic de drogue, il a Oui. explosé. Mais De Gaulle, on lui doit en tout. 10 ans. Le début de la communauté européenne, c'est lui aussi. Oui, Ouais. oui. Absolument. En fait, je pense que la nostalgie pour De Gaulle, c'est qu'on compare les époques. C'est-à-dire, à l'époque de De Gaulle, il y avait encore la peine de mort. Il n'y avait pas l'avortement, donc ça c'est un des marqueurs de la pourriture idéologique, hein, c'est ça, c'est l'avortement, 200 000 avortements avec à la pourriture de Gaulle, il n'y avait pas ça, donc on s'y pointe. Et il y avait une relative Limitation de vitesse. Ah bah, et une relative indépendance de la France par rapport aux Américains. quoi. C'est pas possible, puisque pour arriver au pouvoir, il s'est mis entre les mains des C'est vrai, anglo-saxons. c'est vrai aussi, oui, c'est vrai. Pompidou avait dit l'avortement jamais de bon vivant. Quelques mois après, ils étaient Non, mais Pompidou n'était pas si mauvais que ça. Pompidou était... Je vous dirais, petite histoire personnelle, mon père a été condamné à mort, je ne sais plus si c'est 2 fois ou 3 fois, par la justice gaulliste. Parce qu'il avait été chargé par le maréchal Pétain de dépouiller les archives de la maçonnerie qui avaient été saisies par le régime de Vichy. C'est sous Pompidou que mon père a pu rentrer en France sans risquer d'être emprisonné. C'est Pompidou qui a arrangé les choses. Donc ça rejoint tout ce que vous dites au sujet de Pompidou, je suis entièrement d'accord, bien qu'ancien associé de Rothschild, ben, il n'était pas si mal que ça celui-là. Il n'était pas associé, il était salarié. Oui, il était. Il n'était pas associé, il était salarié. Il était fondé. Il était salarié, oui, contrairement à Macron. Macron. Il avait Tout à fait. Alors, pour en revenir à De Gaulle, moi j'ai connu ce grand homme en taille parce qu'il adorait les bains de foule. Donc il est venu en 64 dans la ville de La Flèche. Et donc il avait fait son discours sur la place la plus importante en taille de la ville. Et il y avait sur cette place un ancien pied noir qui était dentiste, qui s'appelait, je crois, Monsieur Gébara. Eh bien, la police l'a mis en prison la veille ou l'avant-veille, pour ne pas qu'il puisse décorer de drapeaux de l'OS ou autre sa maison, et pour être sûr qu'il n'y ait pas De contradiction. Voilà. Donc, courageux, certes, mais peut-être pas si courageux que ça. Ouais, certainement pas. Quand on se rappelle que la première fois où on entend parler de De Gaulle, c'est à propos de son arrivée au front en mars, je crois, 1916. Oui, oui. Parce que jusqu'alors, il avait réussi à rester dans les états-majors, bien à l'abri, simplement du fait de l'hécatombe des officiers pendant la guerre de 14, et l'armée était obligée de racler les fonds de tiroir. C'est comme ça que De Gaulle arrive au front. Alors là, il y a 2 thèses. Moi, de ce que je croyais savoir, je pense que c'est ça. Le lendemain de son arrivée, il lève le drapeau blanc sans se battre. Oui. Ce que les Allemands ont noté en lui rendant pas son épée d'apparat comme ça se faisait à l'époque. D'autres me disent non, non, c'est le jour même. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez des documents qui précisent la chose. Moi, je veux bien rectifier. Mais que ce soit le jour même ou le lendemain, le problème est le même. Dans la nuit. La lâcheté est la même. Oui, alors que Il s'est toujours mis à l'abri des coups. alors que le capitaine qui l'avait précédé. Et ce que je ne comprends pas, c'est la naïveté de Pétain. Si De Gaulle n'a pas eu sa carrière carrière militaire définitivement brisée après sa reddition en 1916, c'est grâce à Pétain. Peut-être parce que Pétain, très ondoyant, avait réussi à obtenir que Pétain soit le parrain de son fils Philippe. Et puis la suite. Et surtout, c'est mon Ensuite, la naïveté de Pétain, bon, certainement grand chef de guerre, mais enfin, relisez le chapitre sur la leçon de Vichy qui est dans mon livre Le nationalisme français qui est là. Vichy. Une occasion en or qui a été loupée parce que Pétain n'a pas compris qu'il avait affaire à une guerre révolutionnaire.
Et rappelez-vous aussi ce que je rappelle notamment dans Mon de Gaulle, après Mersel Kébir, l'amiral Darlan, qui était l'amiral de la flotte, et toute l'amirauté française était pour un renversement d'alliance. Oui. Ce que Pétain n'a pas voulu. Ça aurait tout modifié de l'histoire de l'Europe. Il y a Mitterrand qui l'avait bien compris, puisqu'il était à Vichy, et quand il a vu que les autres étaient trop gentils, qu'ils prenaient pas Exactement, mais c'est dans mon livre, Le nationalisme français notamment. Mais c'est quand même, Mitterrand avait quand même le nez fin. Oui, tout à fait. Mais c'était un arriviste. Oui, quand il a vu que de toute façon, il était avec des pieds nickelés qui étaient incompétents, il a dit après tout, je préfère. Mais Mitterrand restera une énigme. Parce que, incontestablement, il avait très bien vu ce qui allait se passer. Il l'avait annoncé. Très bon diagnostic. Mais comment a-t-il basculé à ce point-là, alors qu'apparemment, il était du clan contraire? Je comprends pas. Je pense qu'il y a eu une influence extérieure qui a joué, une influence ésotérique. Oui. Parce que l'histoire de la Roche, de Solutré, c'est pas gratuit ce truc-là. Oui. Il y a un truc bizarre qui s'est produit. Oui, la franc-maçonnerie égyptienne, d'obédience, je ne sais plus laquelle, aussi. Enfin, il y a des choses. Mais maintenant, faut comprendre aussi, on s'investit dans quelque chose, on y croit, on voit qu'on a affaire qu'à des tocards. On se dit après tout, plutôt que de me sacrifier pour des idées, autant ramasser le gros lot. Il a été sauvé par son frère, quand même, qui était un franc-maçon de haut niveau. Il a été sauvé ensuite par sa femme, avec la famille oui. Guise-Rénal. Donc il a été sauvé 2 fois, puis ensuite par De Gaulle aussi. Donc je suis pas sûr que... En revanche, quand on étudie la tête de Mitterrand à la tête de l'État, ça n'a pas forcément été le pire de tous les présidents qu'on a eus de la Ve République. Malgré les morts suspectes de la Ve République. Il y en a eu plein avec Giscard. Ouais. Et n'oubliez pas les crimes de la libération et épuration dus à De Gaulle et au Parti communiste qu'il a couvert. Ça a dû effrayer. Dont mon grand-père a failli être victime. S'il n'avait pas gardé ses armes, il y passait avec ma grand-mère. Et simplement, quand les 2 résistants qui ont voulu le liquider avec ma grand-mère ont voulu rentrer dans la maison, il les a alignés. J'en suis très fier. Légitime défense. Et je réalisais d'ailleurs dernièrement, Conspiracy Watch m'a accroché à propos de mon entretien sur géopolitique profonde en disant fils de collabo. Oui, bah, j'en suis très fier. Parce que nous avions raison. Mon père avait raison. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel est la France. C'est la preuve absolue. Mais votre vidéo a été supprimée, vous avez vu? Cette vidéo, elle a été supprimée. Alors, elle a été supprimée pour une raison très simple. C'est un petit peu naïf, géopolitique profonde. Ils m'ont expliqué la chose. Donc, on m'a prévenu, enfin, des différents correspondants m'ont prévenu que mon entretien avait été supprimé. Alors, j'ai écrit à celui qui m'avait invité. Attendez. J'ai mis un mail à celui qui m'avait invité en lui disant j'apprends que notre entretien a été supprimé. Et il me dit oui, et c'est notre faute. Parce que après votre entretien, on a mis un truc sur les LGBT. Et le couperet est tombé. Alors il m'a dit on va séparer les deux et on va remettre notre entretien en ligne. Et qu'est-ce qu'il me disait ce matin?
que c'était en ligne à nouveau. Oui, c'est en ligne. Qu'est-ce qui m'en a parlé? Je sais plus. Ah bon, Sur YouTube. Ça a été remis en ligne. Non, moi pratiquement je l'ai vu cette semaine, donc Oui. Non, ça a été remis Bah en ligne. écoutez, donc Ça faisait 7 heures le total. 7 Hein heures ou 8 heures le total. 7 heures de travail. L'émission au total faisait 7 heures. Non, 7 heures de non, 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 non. Non, parce qu'il y avait- Il y a une autre personne qui intervenait après. Oui, il y a eu Oui, 3 c'est ça. personnes, il y a eu 3 entretiens. La Sur la première même version, émission de c'était 7 heures ou 8 Ah oui, heures, il y d'accord. avait 3 personnes, vous étiez le premier. Ouais, Il y avait après, effectivement, il y avait Ouais, 3 j'ai pas regardé. choses. Il y Ouais. avait 3 choses. Et ça durait 7 heures, 7 heures et demie. Vous étiez en. Non, en c'est une heure et une demie. ineptie d'ailleurs, parce que les gens n'ont jamais regardé 7 heures d'affilée. Moi, si, Il fallait- moi j'ai regardé. Il fallait. Ça, Qu'est-ce que vous en pensez de cette chaîne-là? Pardon? Géopolitique profonde, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, on m'avait un petit peu mis en garde disant que celui, c'est Borowski, je crois. C'est Borowski. Il y a Mike Borowski, Mike Franck Borowski. Il y a Pergal. Mike Borowski, et c'est pas lui qui m'a interviewé, c'est un certain Besliu, je crois, il était très qui a bon, été ouais. impeccable. Ah ouais. Absolument impeccable. Donc je peux pas dire, écoutez, je veux pas me baser sur des on-dit. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été d'une correction exemplaire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a pas mal de petits francs-maçons là-dedans aussi? Que quoi? Il y a quelques francs-maçons qui interviennent. C'est possible. Ah oui. Alors, bon, parfois on peut se dire que c'est... oui, effectivement, j'ai vu, vous avez raison. J'ai vu qu'effectivement, ils avaient invité, je sais plus qui. Jean-Maxime Corneille. qui est Oui, franc-maçon. exactement. Oui. Alors, est-ce qu'ils le font pour se couvrir, mais dans le même temps, ils donnent la parole à quelqu'un comme moi, et à chacun de se faire sa religion, C'est ça. entre l'un et l'autre, pourquoi pas? C'est pas plus bête. C'est pas plus bête. Et alors, ce qu'on pourrait leur reprocher, mais si on leur reproche, c'est qu'ils se mettent à découvert. C'est-à-dire que s'ils contre-argumentent contre celui qui vient exposer les thèses maçonniques, ils vont avoir des problèmes. Ouais. Alors, ne vaut-il pas mieux laisser dire le franc-maçon, laisser dire le vintel, le vintel, le vintel, et dans le même temps aussi inviter quelqu'un comme moi? L'essentiel, c'est qu'il dure. Tout à fait. Hein, d'autant qu'en principe, je devrais être réinvité. Donc, on verra. Vous savez, en politique comme en tout, il y a deux choses. Il y a le but qu'on veut atteindre et comment faire pour y arriver. Ce n'est pas nécessairement en brandissant le drapeau, tout de suite, tout de suite. L'étendard sectaire, c'est ça? Il faut, et puis surtout, je pense travailler comme je le fais, et je le dis sur tous les tons, ne jamais insulter l'ennemi, le démontrer tel qu'il est par ses propres textes. Un exemple, l'avant-dernière alerte, par celle qui m'attend en rentrant à Toulon, lundi, il y a 3 semaines, un mois environ, j'étais déjà convoqué à la police pour répondre aussi de mes propos. Et c'était, je crois, un truc qui s'appelait l'Observatoire Juif de France. J'arrive, et comme c'était pas la première fois, je vois l'officier de police, je lui dis, alors qu'est-ce qu'on veut encore? Et il me répond, justement, moi non plus, je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai vu la plainte. Les textes qui sont exposés que l'on vous reproche, c'est pas vous qui les avez écrits, ce sont eux. Poubelle. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver cette fois-ci? On verra bien la suite au prochain numéro. Petite question, un des ministres de Netanyahou a parlé d'animaux humains. Oui, tout à fait. Ça a quand même été pas mal censuré. Mais c'est pas nouveau. Vous avez ça.
Vous regardez le Talmud, c'est rempli de trucs comme ça. Certes, bien sûr. Mais là, c'est quand même passé sur les chaînes un petit peu. Oui, bien C'était sûr. très vite censuré, mais Bien sûr. c'est quand même. Tout ce qui n'est pas eux, c'est méprisable, c'est utilisable, c'est détruisable. Sommes des sous-hommes. C'est pillable, c'est volable, c'est pillable. Alors, Ils sont le peuple élu. Alors, ça me fait penser. Par qui? Ça me fait penser là, ça me fait penser à il y a un intellectuel qui n'est pas d'origine juive, hein, c'est Michel Onfray, mais qui défend le suprémacisme juif. Et c'est une véritable crapule, ce personnage qui est manipulateur. Il se fait passer pour un critique, un Oui, peu tout à souverainiste, fait. après il se rattrape. Le faux philosophe. Voilà, il se rattrape. tout de Marié à suite. une juive. Et c'est un sophiste, voilà. qui est décédé. Non, mais tout ça, c'est pas sérieux. Tout ça, c'est pas sérieux. Pour ça, j'avoue que je m'amuse et le déroulement des événements, pour l'instant, ça me conforte dans ma stratégie parce que, écoutez, pour vous donner une idée, l'avant-dernière conférence, dont le titre était La fin de leur monde, on a dépassé les 200 000 vues. Quel homme politique aujourd'hui a autant de vues? Je ne vais pas me gonfler. Non. C'est comme ça. Ça veut dire que ce que je dis, bon, il n'y a certainement pas que des sympathisants là-dedans. Il y a certainement des ennemis aussi qui veulent savoir ce que je dis. Évidemment. Mais n'empêche qu'ils avancent ce que je dis. Et que peut-être je ferai des convertis. Bon. Vraiment, vous avez envie que ça dure encore. Hein. Bon, on arrête ? Donc, vous avez des livres ici, je vous répète, si vous voulez discuter avec les gens autour de vous, ayez des références à leur mettre sous les yeux. Et ça, vous pouvez le faire soit par les livres, soit par la politique.